proposé. C'est un circuit de plus de 4 km, 4 km 700. 68 tours, la course va durer environ 1h25, 1h30 et Henri Bodiguel va vous donner la grille de départ, Jean. D'accord. Alors bon, Jean-François Janin vient de vous dire effectivement c'est René Arnoux qui a réalisé le meilleur temps. Il a réalisé hier après-midi au cours de la deuxième séance d'essai, il a réalisé un temps assez formidable de 1 minute 11 secondes. Alain Prost a réalisé le deuxième temps à quelques centièmes de seconde seulement. Deuxième ligne et troisième temps, Nelson Piquet sur une Brabham. À côté de lui, Didier Pironi sur une Ferrari à moteur turbo. Derrière, les deux McLaren de John Watson et de Andrea De Cesaris. Deux voitures, Henri, qui reviennent au premier plan, les McLaren. Qu'on avait déjà vu à Dijon, voilà, mais qui confirme effectivement qu'elles reviennent au premier plan. Alan Jones, le champion du monde en titre, est lui en quatrième ligne seulement, à côté de Gilles Villeneuve. Ensuite, Carlos Reutemann, actuellement en tête du championnat du monde, est à côté de Ricardo Patrese en cinquième ligne. Je vous donne les Français là maintenant, pendant que les pilotes rejoignent la ligne de départ. Jacques Lafitte sera en septième ligne devant son coéquipier Patrick Tambay qui lui est en huitième ligne. Enfin, un retour d'ailleurs à signaler, c'est celui de Jean-Pierre Jarier que l'on retrouve au volant du Nocella, une voiture italienne à moteur anglais qui lui sera en 10e ligne. Voilà pour les 6 Français en tous les cas qui sont au départ de ce Grand Prix. Jean, je me souviens que vous nous avez toujours dit, oui, mais les numéros des voitures par rapport à l'identité des pilotes. Alors, René Arnoux, voiture jaune numéro 16, Alain Prost, voiture jaune numéro 15. Je ne vais pas vous donner toutes les couleurs. Ensuite, Nelson Piquet sur la voiture Brabham numéro 5, Didier Pironi sur une Ferrari rouge aussi, numéro 28, ouais. John Watson. Si je vais trop vite, Jean, vous me le disiez. Hein, non, on dirait numéro bien, 7, John Watson sur une McLaren. Andrea De Cesaris sur la deuxième McLaren numéro 8. Alan Jones, champion du monde en titre, qui porte le numéro 1. Vous savez que tous les champions du monde, l'année suivante, portent sur leur voiture le numéro 1. C'est l'As, le numéro du champion. Villeneuve, le vainqueur de 2 Grands Prix cette année, le numéro 27. Puis Reutemann, le numéro 2. Patrese, le numéro 29. Andretti, le 22. Bruno Giacomelli, le 23. Nous arrivons avec Jacques Lafitte, numéro 26. Reybach sur la deuxième Brabham, numéro 6. Tambay sur Talbot Ligier numéro 25, Rosberg numéro 20, etc. Et je vous donne le numéro de la voiture de Jean-Pierre Jarier, numéro 32. Jean-Pierre Jarier qui revient à la compétition à la Formule 1 sur une Osella. Alors la question, Jean, oui, avant que le départ ne soit donné, bien entendu que nous nous posons tous ici à Silverstone, c'est de savoir si avec des voitures turbo-compressées, vous savez que les essais c'est une chose, la course en est une autre, surtout avec des voitures turbo, la capacité des moteurs turbo, c'est de, bien entendu, de pouvoir faire des temps aux essais qui ne se réalisent pas du tout, pas toujours en course. Alors on va attendre qu'il soit parti pour vous donner notre avis. Jean, on aura moins de chances de se tromper, Henri, le départ de la course. Alors écoutez, ce sont les deux Renault qui ont réussi à prendre la tête, tandis que Gilles Villeneuve essaye de s'infiltrer. Et finalement, il est possible d'ailleurs qu'il soit passé devant. Et c'est de toute façon une Renault qui a pris le meilleur départ. Avec Pironi, Henri. Avec Pironi, pardon, et non pas Villeneuve. Voilà, de toute façon que ce sont 3 voitures à moteur turbo-compressé qui sont actuellement en tête. Voilà, une Renault, une Ferrari, une Renault. Et ici, sur le circuit de Silverstone, il est incontestable que la puissance a parlé. C'est un circuit extrêmement rapide, puisque René Arnoux a bouclé son meilleur tour aux essais, mais avec des peu de qualifications qui est difficilement comparable, évidemment. Alboreto, là, qui rentre au ralenti. Alboreto sur la deuxième Tyrrell. Voilà donc une Renault, 2 Ferrari et encore une Renault, 2 voitures à moteur turbo-compressé qui sont en tête de la course. Alors on dit que les Renault ont même encore gagné quelques chevaux au-dessus des 500 et quelques qu'elles possèdent habituellement. On vous a pas entendu, Jean. On dit que les Renault ont encore accru légèrement leur puissance, qui dépasse déjà les 500 chevaux. Non, voilà, vous savez ce qui se passe, Jean. Les essais, je vous le disais, c'est une chose. C'est René Arnoux qui est en tête, là suivi par Pironi, Alain Prost, et ensuite Nelson Piquet. Nelson Piquet qui est donc maintenant en 4e place. Et Chris Storr qui vient de sortir de la piste. Storr sur la deuxième Arrose qui a donc abandonné. Alain Prost, Pironi, Gilles Villeneuve et René Arnoux devant Nelson Piquet. Voilà les 5 premiers dans l'ordre. Alors le problème que nous évoquions tout à l'heure, Jean, est le suivant. C'est que les essais c'est une chose, la course en est une autre. En essai, vous savez qu'il y a le minimum d'essence. Or, les moteurs turbo-compressés, comme celui de la voiture Renault de René Arnoux qui est en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, consomment beaucoup. Elle part avec 30 kg d'essence, 25-30 kg d'essence de plus, comme d'ailleurs les 2 Ferrari de Pironi et de Gilles Villeneuve et la voiture d'Alain Prost. Ce sont les 4 voitures turbo-compressées engagées ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il y a aussi un problème de pneus. Vous savez que la guerre des pneus a recommencé depuis que le manufacturier de pneumatiques Michelin est revenu équipant
les Williams, les Brabham et les Lotus. C'est le le retour des Lotus ici avec Goodyear, alors que toutes les autres voitures performantes sont équipées par le manufacturier de pneumatiques français Michelin. Ce qui nous intéresse au premier chef, puisque Michelin équipe à la fois les Renault et les Talbot Ligier. Henri. Alors là, apparemment, c'est Didier Pironi qui a réussi à prendre la tête de la course. Effectivement, devant Alain Prost. Didier Pironi qui estimait hier après les essais qu'il serait extrêmement difficile si des voitures à moteur turbo-compressé, compte tenu de leur puissance, si ces voitures réussissaient à prendre l'avantage, il estimait que de toute façon, il serait extrêmement difficile de pouvoir les rejoindre. Vous êtes sûr que c'est Pironi qui est en tête? Alors le classement, c'est toujours... Nous voyons ici Didier Pironi qui est devant. Ah oui, mais il y a une voiture devant. Alors le classement, c'est toujours Alain Prost qui lui a réussi à creuser l'écart devant Didier Pironi, Ferrari, René Arnoux et ensuite Gilles Villeneuve. Et Derek Daly qui rentre au stand ici. Derek Daly sur une voiture marche, qui a eu pas mal de problèmes en début de saison, mais qui maintenant réussit à se qualifier régulièrement. Tandis que nous suivons le deuxième, le troisième et le quatrième, Alain Prost a lui réussi à creuser l'écart. Alain Prost qui estimait qu'il était encore possible de faire mieux par rapport aux essais en tous les cas, c'est-à-dire à dépasser plus de 2,40 de moyenne sur un tour. Bon, là, je crois, Jean, que la première remarque que l'on peut faire, c'est que les voitures à moteur turbo qui ne partent pas toujours très bien au début d'un Grand Prix, là, n'ont pas coupé leur coup, puisqu'on a Prost, Pironi, Arnoux et Villeneuve dans l'ordre, et qu'en tout cas, elles n'ont pas été surprises, comme c'est souvent le cas, par des voitures équipées de moteurs atmosphériques. Et on pensait ici, en tout cas, à Silverstone, comme d'ailleurs au Grand Prix de France, il y a 15 jours, que Piquet ou les deux Williams, de Reutemann et de Jones, pourraient mettre à profit justement les capacités plus immédiates de leur moteur atmosphérique par rapport aux voitures turbo. Les deux Renault ont repris la tête devant Didier Pironi, Nelson Piquet et Gilles Villeneuve, ensuite Alain Jones. Voilà, alors on peut rappeler aussi que Alain Prost, c'est le dernier pilote engagé par la régie Renault, c'est lui qui est le dernier vainqueur d'un Grand Prix, le Grand Prix de France à Dijon, disputé en 2 manches à cause de la pluie, vous vous en souvenez sans doute. Et maintenant il y aura peut-être un problème de tactique, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, puisque Prost a bien creusé l'écart, il est bien protégé par son coéquipier René Arnoux. Il y a les deux Ferrari, la différence peut-être entre les Ferrari de Pironi et de Villeneuve et les deux Renault de Alain Prost en tête de ce Grand Prix et de René Arnoux qui arrive maintenant avec les deux Ferrari dans son sillage. Non, il y a Piquet qui s'est intercalé. C'est que les Ferrari sont peut-être un petit peu plus puissantes que les Renault, mais que le compromis entre la puissance des moteurs turbocompressés et la tenue de route des voitures est à l'avantage des Renault. Bon, cela veut dire simplement que les Renault ont un meilleur châssis, que leurs essais en soufflerie ont été supérieurs, et que, toutes choses confondues, eh bien, les Renault sur le circuit de Silverstone, du moins en début de course, sont plus rapides sur un tour, ce qu'elles avaient prouvé d'ailleurs au cours des essais. Et sur le plan pur et simple de la puissance, est-ce que la Brabham de Piquet n'a pas quelques chevaux de plus que les Renault? Pardon, on vous entend très mal, Jean. La Brabham de Piquet n'est-elle pas légèrement plus puissante que les Renault? Là. Sortie de route de Villeneuve, c'est Gilles Villeneuve qui a sorti Alain Jones, accident donc, élimination, apparemment Villeneuve essaye de repartir et de Césaris. McLaren donc une Ferrari et Alain Jones, champion du monde en titre, et Villeneuve toujours aussi casse-cou qui essaye de rentrer au stand. Regardez, vous vous souvenez de Villeneuve, ce casse-cou, on connaît les exploits qu'est capable de réaliser Villeneuve. Il avait bouclé un tour l'année dernière au Grand Prix des Pays-Bas avec un pneu crevé. Voici le ralenti, sans doute, de l'accident que nous allons voir. Et bien, malgré sa voiture complètement, voilà, c'est Villeneuve qui se met en travers. Ah oui. Jones va le percuter, suivi par deux Césaris qui sort pour les éviter. Césaris ne touche pas, il sort de lui-même pour les éviter. Il franchit, en tout cas, ce qui prouve bien que la sécurité est bien assurée sur le circuit de Silverstone. Alors que Watson passe, lui, tout à fait à gauche, la voiture numéro 7, à gauche sur votre écran, passe apparemment sans problème. Voilà. Voilà de Césaris, bien entendu. Pour lui, la course est terminée. Il avait été accidenté ce matin déjà de Césaris. Il n'est pour rien responsable. Il y a eu un embouteillage, comme vous l'avez vu. En tout cas, on se demande pourquoi la voiture... Voilà, regardez Gilles Villeneuve qui rentre avec son pneu arrière gauche complètement déchiré, son aileron à moitié arraché. Eh bien, il revient au stand. Alors, qu'est-ce que c'est, un éclatement? C'est un exploit un peu inutile parce que la course est terminée pour Gilles Villeneuve qui a remporté cette année le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix d'Espagne. Le voici. Ce Québécois que l'on dit être le pilote le plus rapide de la Formule 1, peut-être à égalité avec Alain Prost en ce moment.
et pour qui la course est terminée. Villeneuve occupait la 4e place au classement du championnat du monde avec 21 points, derrière Reutemann 37 points, Piquet 26, Jones 24. Henri, on revient en tête de la course avec Alain Prost. Et nous revenons avec Alain Prost et on a dit à propos du Grand Prix de France à Dijon qu'il était un circuit fétiche pour l'équipe Renault. Eh bien, on peut rappeler aussi que c'est ici à Silverstone qu'il y a 4 ans, la Renault Turbo avait fait sa première apparition en course. Elle était à l'époque pilotée par Jean-Pierre Jabouille. C'est Alboreto qui traverse la piste. Alors voici Alain Prost, le vainqueur du dernier Grand Prix de Dijon. On pourra dire aussi en se souvenant que deux voitures françaises et entièrement françaises, aussi bien les châssis que les moteurs et que les pneumatiques étaient en première ligne, c'est la 12e fois qu'une première ligne est 100% française, pilote et les voitures. Ici, nous suivons en gros plan Alain Prost, qui a creusé un écart assez considérable. 7 secondes entre Alain Prost et René Arnoux et 8 secondes et demie, 9 secondes entre Alain Prost et Nelson Piquet, qui est maintenant 3e de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est en fait un peu la réédition de ce que nous avons vécu. Voici Nelson Piquet sur sa Brabham, de ce que nous avons vécu il y a 15 jours à Dijon lors du Grand Prix de France. C'est-à-dire que les deux types de voitures qui étaient dans le coup au début de ce Grand Prix, c'était précisément les Renault Turbo et aussi Nelson Piquet qui était en tête et qui avait à moitié gagné ce Grand Prix lorsque une averse a interrompu l'épreuve et qu'il a été décidé par la suite de donner un deuxième départ et aux deux classements, c'est Alain Prost qui avait remporté le Grand Prix de France. Voici donc Nelson Piquet sur sa Brabham. C'est une voiture qui sera équipée bientôt elle aussi d'un moteur turbo compressé. On l'a vu aux essais ici à Silverstone. La voici, cette Brabham pour l'instant équipée d'un moteur Cosworth atmosphérique. Équipée d'un moteur, elle sera bientôt équipée d'un moteur BMW. Elle a tourné avec une seconde d'écart, ce qui montre bien que chez Brabham comme chez BMW, eh bien, on n'a pas manqué son coup. Alain Prost qui pour l'instant est 6e au classement du championnat du monde avec 13 points, un gros écart puisque Reutemann est en tête avec 37 points. Vous savez que le premier d'un Grand Prix marque 9 points, puis ensuite 6, 4, 3, 2 et 1 point. Ce qui montre qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour Alain Prost pour espérer d'être champion du monde. Ce n'est plus tout à fait l'ambition de la régie Renault, mais on peut signaler quand même que les 4 prochains Grands Prix ont lieu sur des circuits rapides. Ce sont les Grands Prix de République fédérale allemande, d'Autriche, des Pays-Bas et d'Italie. Et que si les Renault, après une traversée du désert assez longue et beaucoup de revers, continuent de montrer la bonne forme qu'elles nous présentent ici à Silverstone, comme elles l'ont fait d'ailleurs au Grand Prix de France, eh bien on peut penser que les Renault ont une toute petite chance quand même de venir inquiéter Reutemann, Piquet ou Jones pour le classement du championnat du monde. Le voici d'ailleurs, Nelson Piquet, qui est le fils d'un ministre brésilien et qui est un garçon extrêmement doué. Et l'on dit ici, mais que ne dit-on pas pendant la période des transferts dans les Grands Prix, qu'il intéresserait beaucoup une écurie française. À vous, Henri. Bon, alors de toute façon, toujours en tête de la course, Alain Prost qui a largement creusé l'écart devant René Arnoux et Nelson Piquet. Je vous donne le point sur les 3 autres pilotes français. Il s'agit de Patrick Tambay qui est 8e, juste devant Jacques Lafitte. Alain Jones qui vient d'abandonner dans la collision avec Gilles Villeneuve. Et enfin Jean-Pierre Jarier qui lui est en 16e position. Il y a 6 concurrents qui n'ont pas réussi à se qualifier. Il s'agit des 2 Toleman pilotés par Brian Henton, dont la voiture a un petit peu hier après-midi à la fin de la deuxième séance d'essai, la séance chronométrée. De même que la Toleman de Warwick, 2 voitures qui pour l'instant ne se sont jamais qualifiées. Chico Serra sur une Fittipaldi ne s'est pas qualifié lui non plus. Il a été éliminé de la ligne au dernier moment par Marc Surer, qui a remplacé Patrick Tambay chez Théodore. Nigel Mansell, le deuxième pilote de chez Lotus, ne s'est pas qualifié. Mais vous savez qu'un incident ici s'est produit. Enfin, un incident, c'est peut-être beaucoup dire. Mais toujours est-il que Colin Chapman pensait pouvoir profiter du Grand Prix de Grande-Bretagne en alignant ces 3 Lotus 88. Non pas 2, mais 3 cette fois-ci. Les 3 voitures ont été repoussées. Il a donc fallu ressortir les 87, ce qui finalement d'ailleurs n'a pas vraiment déplu aux 2 pilotes. Mais Nigel Mansell n'est pas parvenu à se qualifier. Pas plus non plus que l'Ensign d'Eliseo Salazar. Enfin, la deuxième Ocella, celle qui est pilotée par Gabbiani, Ocella sur la voiture sur laquelle court également Jean-Pierre Jarier, eh bien la deuxième voiture, elle n'est pas parvenue à se qualifier. Un point, Henri. Prost donc qui a maintenant 7 secondes d'avance sur Arnoux, 10 secondes et demie sur Piquet, en 4e position Pironi, sur Ferrari en 5e Reutemann, le leader du championnat du monde, sur Williams, si l'on trouve en 8e et en 9e position les 2 Talbot-Ligier de Tambay et de Lafitte, qui somme toute ont fait un très bon début de course, même si l'on tient compte bien entendu des éliminations auxquelles nous venons d'assister, puisque
Lafitte avait réalisé le 14e temps et que Patrick Tambay avait réalisé le 15e temps. Voilà qui va sans doute, la position actuelle, 8e Tambay, 9e Lafitte, faire plaisir à Guy Vigier, qui, pris par ses occupations, a dû rester à Vichy et je sais qu'il regarde le Grand Prix devant sa télévision. Guy, 8e Tambay, 9e Lafitte. Et ça risque d'aller mieux. À vous, Henri. Bien, pour revenir à la première ligne, justement, je vous disais tout à l'heure, c'est la 7e fois que les Renault ont réussi à se placer en première ligne. La dernière fois, c'était au Grand Prix d'Italie disputé il y a Imola l'an dernier. Un des problèmes que les pilotes redoutaient, c'est ce matin, il faisait ici à Silverstone un temps plutôt frisquet et on pouvait même redouter qu'il y ait pas mal de pluie. Finalement, le temps s'est quelque peu découvert sans qu'il y ait de soleil, mais surtout le temps est très lourd. Et dans ces conditions, les pneus risquent de jouer un rôle très très important. Un rôle très important pour les voitures turbocompressées parce qu'elles sont obligées d'emmener davantage d'essence, le poids est évidemment plus élevé et de ce fait, les pneus sont davantage sollicités. Si le temps avait été plus frais, il est possible que certains pilotes aient pris le risque de partir avec des pneus quelque peu plus tendres, mais là, il est à peu près certain que tous les pilotes, encore qu'aucun ne veuille dévoiler réellement ses batteries, les hommes qu'il a choisis pour se battre sur ce circuit d'ailleurs, mais il est sûr en tous les cas que les deux Renault et les Ferrari doivent, et la Ferrari qui reste celle de Didier Pironi, que ces trois voitures vont solliciter beaucoup plus leurs pneus dans tous ce début d'épreuve. Un début d'épreuve qui a été marqué, je vous le rappelle, il y a quelques instants par un accrochage provoqué par Gilles Villeneuve à la chicane peu avant la ligne droite descente. Gilles Villeneuve qui a entraîné avec lui Alan Jones et De Cesaris. Et qui par la même occasion d'ailleurs a retardé John Watson qui a réussi à éviter les voitures en perdition et qui tout de même est reparti très très attardé. Les deux McLaren que l'on n'avait pas revus, on se souvient que les McLaren étaient depuis plusieurs saisons, depuis 3 saisons à peu près, un peu larguées comme on dit, et elles ont manifesté un retour superbe, mais il se trouve aussi que des changements importants se sont produits à l'intérieur de l'écurie, notamment avec un changement d'ingénieur. Bon, ce qui est très net en tout cas en ce début de Grand Prix, c'est que pour l'instant c'est l'affaire des voitures à moteur turbo. Voici donc René Arnoux devant Nelson Piquet. Piquet qui se rapproche un tout petit peu de René Arnoux. Et Piquet qui pour l'instant sur sa Brabham est le seul pilote équipé conduisant une voiture à moteur atmosphérique, un Ford Cosworth, qui est le seul à pouvoir encore un petit peu inquiéter puisque Piquet était à 11 secondes maintenant de Alain Prost, toujours en tête parce qu'il y a Didier Pironi. Donc pour l'instant c'est une affaire théoriquement qui devrait se jouer entre des voitures à moteur turbocompressé. Hector Rebac, non c'est Piquet qui vient de sortir. Piquet qui vient de sortir, bon ben c'est terminé. Je vous disais que Piquet qui avait une chance d'inquiéter, c'est terminé comme pour Jones, comme pour Villeneuve. C'est décidément un Grand Prix et qui semble blessé. Piquet, la voiture a tapé fort. Vous voyez comme la roue est complètement tournée à l'avant. La roue a tapé contre un poteau, elle a ensuite tapé contre le rail de sécurité. Et Piquet qui a été transporté, porté à bras derrière le grillage. Il semble que Piquet, Nelson Piquet, ait été touché dans ce choc, dans sa sortie de route, puisque vous voyez, il y a beaucoup de gens qui s'affairent autour de lui. Et ben, c'est bien dommage parce que c'est un garçon, j'espère que ce n'est pas grave. Je suis persuadé quand même que ce n'est pas grave parce que la voiture n'a pas tapé quand même très violemment. Je pense que ce sont les jambes, bien entendu, puisque c'est dans les jambes, c'est des jambes qui sont les plus exposées. Vous savez qu'un pilote de Formule 1 est pratiquement couché ou presque couché dans sa voiture et que les jambes sont très proches de ce qu'on peut appeler la calandre d'une voiture de Formule 1 et que lorsque la voiture tape violemment, bien entendu, ce sont au premier chef les jambes qui sont touchées. Donc, bon, bah, Piquet hors course, Jones hors course, Villeneuve hors course, ce Grand Prix par élimination, il faut bien le reconnaître quand même, fait l'affaire de Prost, d'Arnoux et de Pironi, les trois pilotes français qui sont maintenant en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et sans jouer les pythonistes, eh bien, je crois que l'on peut penser que si tout se passe bien encore, que nous soyons tout à fait au début de la course, eh bien pour la première fois, comme nous vous le disions au début de ce reportage, un pilote français a maintenant une chance sérieuse d'être le premier à inscrire son nom au palmarès de ce Grand Prix qui n'a jamais voulu d'un pilote portant nos couleurs nationales. Avec l'élimination de Nelson Piquet, c'est également la voiture qui, sur le plan des performances, menaçait le plus les deux Renault, celle d'Alain Prost et de René Arnoux, qui sont toujours en tête de ce Grand Prix.
La Brabham bénéficiait d'un poids ultra léger, elle bénéficiait aussi d'une excellente vitesse de pointe puisqu'elle avait été chronométrée hier après-midi en bénéficiant évidemment des pneus de qualification. Elle avait été chronométrée à environ 320 km à l'heure sur ce circuit qui privilégie, il est bien évident, la vitesse. Ici c'est John Watson qui vient de repasser Carlos Reutemann et qui va venir se placer derrière Didier Pironi. Les écarts, Prost, toujours en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne, son coéquipier René Arnoux à 7 secondes, en troisième position Didier Pironi sur sa Ferrari à 29 secondes, et l'on trouve en septième position Patrick Tambay à 30 secondes et Jacques Lafitte à 32 secondes. Ils sont donc 7e et 8e et tout près d'entrer dans les points, comme l'on dit dans les Grands Prix, puisque vous savez que seuls les 6 premiers classés marquent respectivement 9, 6, 4, 3, 2 et 1 point. C'est le groupe de chasse qui est mené par John Watson sur la McLaren numéro 7, derrière Carlos Reutemann sur sa Williams numéro 2. C'est le garçon qui est en tête du championnat du monde. Voici la manière dont John Watson a pris au freinage, comme l'on dit. Didier Pironi. Watson donc qui se retrouve par cette manœuvre habile et classique à la 3e position du Grand Prix de Silverstone. Et Didier Pironi qui rentre, qui va rentrer au stand. Bon, ben, c'est pas la peine, je crois, Jean, de faire un très long commentaire. Vous avez vu la fumée, il se passe quelque chose. On peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dites-moi, mais c'est véritablement meurtrier comme début de course. Comment? Absolument meurtrier comme début de course. Ben oui, c'est un Grand Prix, comme nous l'avons dit, par élimination. Didier Pironi, là, comme vous pouvez le voir, rentre très lentement au stand. Je crois qu'il a dû tout couper. Il va d'ailleurs s'arrêter peut-être dans l'herbe. Il ne va même pas rentrer au stand. Il sait très bien que pour lui, la course terminée. Jacques Lafitte, que l'on vient d'apercevoir, avec Reba qui conduit la 2e Brabham. En tout cas, maintenant, Prost, Arnoux et en 3e position John Watson, que voici sur cette étonnante McLaren. Vous savez que McLaren a été plusieurs fois champion du monde, notamment avec Fittipaldi et avec James Hunt. Patrick Tambay a conduit 2 années durant pour cette écurie britannique qui est ensuite tombée un peu dans l'oubli, qui n'avait plus de voitures capables de performance de premier plan. Et depuis cette année, ils ont présenté à la suite d'une refonte complète de l'écurie. Ils ont construit une voiture très efficace, très légère, très aérodynamique, en suivant un petit peu dans le domaine de la soufflerie ce que les Français savent faire. On a un petit peu montré l'exemple, en tout cas en course automobile, du moins dans les dernières années. Et cette voiture est revenue tout à fait au premier plan. En tout cas, pour l'instant, donc, toujours les 2 Renault en tête. Il y a une ambulance sur le circuit, un peu dangereuse, cette manœuvre. Justesse, là, hein, oui. Toujours Prost et Arnoux. Ben oui, il se passe des choses curieuses. Vous voyez l'arrière-plan, l'aérodrome avec tous les avions, Jean? Oui. Enfin, les avions, laissons-les où ils sont. Occupons-nous de ce virage qui m'a l'air très rude, là où on a passé l'ambulance et où on a eu 2 sorties jusque-là. Voilà, Pironi qui est poussé, il a donc coupé son moteur, il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, il y avait un début d'incendie, ou il risquait d'y avoir un début d'incendie. Il a préféré ramener sa voiture intacte, du moins sur un plan mécanique, et il a eu bien raison. Et l'on revient là sur le lieu de l'accident de Nelson Piquet, qui est toujours couché. C'est l'ambulance qui est venue le chercher. Vous voyez la manœuvre de l'ambulance, Jean, c'est pour venir chercher Nelson Piquet. On voit sa Brabham numéro 5, cette roue qui est à moitié arrachée, tordue, qui montre quand même que le choc a dû être rude. Piquet est toujours étendu. Hein. Et Piquet est toujours attendu. Je crois que c'est une bonne chose. Ils ne l'ont pas touché. Ils ont attendu sans doute qu'un médecin vienne pour l'examiner. Je crois que le mieux que l'on peut faire, c'est de souhaiter un bon rétablissement et souhaiter que ce soit le moins grave possible pour le pilote brésilien. C'est toujours les 2 Renault en tête, Henri. Toujours les 2 Renault, et les 2 Renault qui maintenant vont être effectivement très difficiles parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que la course va progresser, les voitures vont s'alléger, les pilotes pour maintenir la même cadence n'auront pas à tirer sur la machine aussi durement, aussi fortement, et surtout, ils auront comme premier souci désormais, compte tenu de l'écart qu'ils ont réussi à placer à l'égard de leurs concurrents immédiats, ils vont pouvoir se permettre de ménager davantage les pneus. Car ici, effectivement, les pneus risquaient de poser un très gros problème. Il est amusant ici, alors que nous voyons ici Mario Andretti, qui est le vétéran de la course. Mario Andretti, 41 ans, vainqueur cette année sur le tapis vert. Mais il avait pourtant gagné la course. C'est 500 miles d'Indianapolis. Alors vous avez le classement là qui s'inscrit. À gauche, tandis que nous voyons Patrick, Jacques Lafitte, Provac. Et ici, Derek Daly sur sa marche. Derek Daly, dont la voiture progresse à chaque sortie. Encore que maintenant, ce ne soit pas l'idéal. Edith Cheever avec la Tyrrell. Rosberg, Tim Borgood. Rosberg et Borgood qui sont 2 Scandinaves engagés en Formule 1.
de nouvelles des ligiers hein, jusque-là. Alain Prost qui vient de louper la chicane et qui reprend la piste immédiatement, mais c'est René Arnoux, Alain Prost qui rentre au stand, tandis que René Arnoux conserve la tête de la course. My God. Bon ben voilà, Alain Prost rentre au stand, vous le voyez, tout le monde s'affaire, on va procéder au changement de pneumatique. Bien entendu, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe sur la voiture d'Alain Prost. En toute sécurité et pour parer au plus pressé, on change les pneus, c'est toujours ça de fait. Prost parle avec Dudot, l'ingénieur Dudot, qui est plus spécialement chargé des moteurs à la régie Renault. Il y a, vous savez, un système d'interconnexion radio qui permet, malgré le bruit, aux ingénieurs ou aux hommes de stand de communiquer avec le pilote et de bien se faire comprendre. Alain Prost reste assis dans sa voiture, ce qui veut dire qu'il va repartir, qu'il n'y a rien de sérieux, de grave ou de définitif dans son cas, mais bien entendu il va repartir très très éloigné, il va repartir sans doute en 9e ou 10e position. Son arrêt se prolonge et c'est donc René Arnoux, son coéquipier, alors que l'on transporte, vous le voyez, tête nue, Nelson Piquet dans l'ambulance qui est venu le chercher. René Arnoux donc maintenant en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Fertile, Jean, comme vous nous le faisiez remarquer, et vous aviez raison en rebondissement. Bon, eh bien, difficile de souhaiter une bonne après-midi à Nelson Piquet, mais enfin vous savez que tous nos voeux l'accompagnent. Et voici René Arnoux. René Arnoux, décidément, s'il n'en reste qu'un. Il y avait tout à l'heure, il y a moins de 5 minutes, 3 pilotes français en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alain Prost, René Arnoux, Didier Pironi. Coup sur coup, Pironi a dû abandonner et Prost s'est arrêté à son stand. Et maintenant, l'on trouve donc René Arnoux en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Devant l'Irlandais John Watson, que voici sur la McLaren numéro 7, qui est à 25-26 secondes du pilote français. On trouve ensuite en 3e position Carlos Reutemann. Nous vous disions que c'était le leader du championnat du monde, c'est Watson que l'on voit sur sa McLaren rouge et blanche. Donc Reutemann en 3e position. Mario Andretti est toujours Prost, arrêté à son stand. Il semble bien que maintenant Prost ait perdu beaucoup de chance, non pas de remporter ce Grand Prix, c'est exclu maintenant, mais même de se bien classer. Ici à Silverstone, Andretti en 4e position. En 5e position, Ricardo Patrese sur Arrows à 43 secondes de René Arnoux, désormais premier de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Puis en 6e position, Jacques Lafitte sur Talbot Ligier. Et en 7e position, Hector Rebac sur l'autre Brabham. Patrick Tambay s'est arrêté à son stand et donc il ne figure pas, comme vous pouvez le penser, dans le classement des premiers maintenant. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jarier, le revenant ? Alors écoutez, on va vous donner des nouvelles de Jarier. Pour l'instant, nous suivons Carlos Reutemann. Vous savez que Jean-Pierre Jarier est revenu à la compétition à Formule 1. Voici Patrick Tambay d'ailleurs, qui s'arrête encore une fois. Patrick Tambay, donc, qui connaît beaucoup d'ennuis sur sa Talbot Ligier. C'est le 2e Grand Prix que Patrick effectue pour l'écurie Talbot Ligier. Il a remplacé, comme vous le savez, Jean-Pierre Jabouille, mal remis de ses blessures l'année dernière au Grand Prix du Canada. Jean, je vous promets, on va se renseigner sur Jean-Pierre Jarier, on vous le dit tout de suite. Et là, c'est un confrère de la télévision britannique qui est en train de commenter la sortie de Prost, apparemment. C'est ça, qui est autour de Prost, qui était bien entendu un peu le pilote vedette de ce début du Grand Prix, dans la mesure où il avait pris la tête tout de suite et qu'il l'a conservé jusqu'à son arrêt. Une bonne nouvelle quand même pour ce qui concerne un autre Français, c'est Jacques Lafitte qui vient de se hisser en 6e position de ce Grand Prix. Jacques Lafitte qui donc entre dans les points. Les Ligiers n'avaient pas connu un très bon début de saison et puis depuis la Belgique, on avait retrouvé régulièrement sur le podium Jacques Lafitte. Et ici, en venant à Silverstone, les deux voitures ont connu pas mal de problèmes, notamment des problèmes de roulement de roue. Cela dit, Jean Jarier est 13e. 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 Bon, on lui souhaite mieux. Il est toujours dans le même tour que René Arnoux, que vous voyez ici sur l'écran, et qui donc est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, les ennuis qu'ont eu les Ligiers jusque-là, des problèmes de moyeu, disait Henri Bodiguel? Des problèmes de roulement de roue, oui, qui grippaient, et on ne savait pas très bien s'il s'agissait d'une mauvaise série ou s'il s'agissait d'un autre problème. Toujours est-il que sans arrêt, les voitures ont été gênées, au point d'ailleurs que pendant la séance d'essai d'hier, les deux pilotes, Jacques Lafitte et Patrick Tambay, ont dû se relayer sur le mulet, ne pouvant pas utiliser ni l'un ni l'autre leur voiture habituelle. Nous sommes pratiquement au tir de course. Des meilleures performances. Nous sommes pratiquement au tir de course en ce moment, n'est-ce pas? Nous arrivons effectivement au tir de la course, au premier tir de la course. Bon, je voudrais dire une parenthèse aux amateurs d'athlétisme qu'il pleut sur Mulhouse actuellement et qu'il n'y a donc pas lieu d'interrompre leur transmission de ce Grand Prix, d'autant que, quoi qu'il se passe à Mulhouse, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas 5 minutes sans qu'un événement nouveau intervienne à Silverstone. Vous avez donc l'antenne.
Bon, je vais vous donner les écarts. Jean, donc Arnoux toujours en tête. John Watson sur McLaren est deuxième à 24 secondes de René Arnoux. Carlos Reutemann est pratiquement dans les roues de John Watson. Il est donc à 25 secondes, à quelques dixièmes près. Andretti est quatrième à 35 secondes. On retrouve ensuite Ricardo Patrese à 50 secondes, puis Jacques Lafitte et Hector Rebaque. Et effectivement, Jacques Lafitte est entré dans les points. Il est sixième. Et après les ennuis nombreux qu'ont connu l'écurie Talbot Ligier au cours des essais du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est un très bon résultat. Et je pense qu'à Vichy, Guy Ligier commence à sauter de joie. Oui, Lafitte a su souvent faire une course d'attente ces derniers temps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, encore qu'il s'est classé 2 fois deuxième, 1 fois troisième, et qu'il a bien failli remporter le Grand Prix d'Espagne, mais c'est vrai qu'aussi bien au Grand Prix de France qu'ici au Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, les Talbot Ligier ne sont pas aussi compétitifs qu'elles l'ont été ces derniers mois. Et quant à Jacques, c'est un gagneur, tout le monde le sait. Hein. C'est un battant, oui. Ouais. Bon, par ailleurs, René Arnoux, il ne faut pas oublier qu'il était sur une déception, à savoir celle d'avoir manqué son départ et de s'être trouvé un peu piégé à l'occasion du Grand Prix de France à Dijon. Ici, il prend évidemment une superbe revanche. Par ailleurs, je voudrais vous dire aussi, c'est la 3e fois depuis le début de saison que des Français se retrouvent en première ligne. La première fois, c'était Prost en Argentine, il était à côté de Nelson Piquet. La deuxième fois, c'était René Arnoux, je viens de le dire, et c'était à Dijon. Et la troisième fois, eh bien, c'est ici où les deux Renault, celle de Arnoux et celle de Prost dans l'ordre, se sont retrouvés toutes les deux en première ligne. Henri, vous oubliez Jacques Lafitte qui avait fait la pole position en Espagne. Qui avait fait la pole position, oui. C'est pas bien. Il ne faut pas l'oublier, Ligier nous en voudrait. Voilà. Il y a Jarier qui est rentré au stand. Vous vouliez des nouvelles de Jarier. Qu'est-ce qu'elle a, Lozella? Eh bien, on va le savoir, mais vous savez, le système de communication fonctionne, mais il faut toujours... C'est un temps de retard, c'est comme Paul Turbo, hein, vous nous excusez, mais on vous le dit dès qu'on le sait. Hein. D'accord. Voilà. Bon, ben toujours donc René Arnoux, c'est un garçon qui est depuis 3 ans maintenant dans l'écurie Renault, le voici, avec son casque blanc. Il a à son actif 2 victoires en Grand Prix. Voici Alain Prost. Alain Prost, eh bien, c'est terminé pour lui. On ne peut pas entendre ce qu'il dit à nos confrères de la télé On britannique. espérait que sa voiture aurait pu repartir, il n'en est rien. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est ce garçon qui a remporté le Grand Prix de France. Bon, ben, beaucoup de déceptions. Il avait peut-être une chance avec les points qu'il avait marqués à Dijon, avec beaucoup de réussite dans la suite de la saison, de menacer ceux qui sont en tête du championnat du monde. Bon, ben, je crois que maintenant, c'est un peu terminé. Et c'est bien dommage, on dit que c'est avec Villeneuve, avec Gilles Villeneuve et René Arnoux, bien entendu, qui est en tête de ce Grand Prix, et la plupart, et beaucoup d'autres pilotes, d'ailleurs c'est un garçon extrêmement doué, et c'est bien dommage qu'il n'ait pas pu nous montrer plus longtemps et jusqu'au bout même ce qu'il était capable de faire ici à Silverstone. Voici donc René Arnoux, son coéquipier, qui est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sans doute cela pourra-t-il atténuer les regrets d'Alain Prost de voir l'une des voitures de la marque pour laquelle il conduit être en tête de ce Grand Prix avec John Watson que voici sur cette belle McLaren dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'écurie Renault est en tous les cas présente en tête dans l'immédiat. Un petit aparté technique, les téléspectateurs français ont dû se dire mais pourquoi alors qu'on voit Prost expliquer comment il a dû s'arrêter, on entend toujours Janin et Bodigal. Mais tout simplement c'était le son de la télévision britannique, c'est pas le nôtre. Nous avons un son qui est vous et il n'y a pas moyen de faire une commutation en quelques secondes parce que finalement l'intervention d'Alain a été de l'ordre de 30 secondes. Ah bon, ben nous avons un confrère britannique qui a essayé de prendre notre place, mais c'est pas très grave, Jean, vous savez. Non, c'était pas un confrère britannique, c'était Prost en gros plan à l'image, mais on n'avait pas le son. Alors je suppose qu'il parle en français ou en anglais, on aurait voulu le prendre, mais on ne peut pas. C'est techniquement pas possible sur un très court laps de temps comme c'était le cas. Bon, je vous parlais de René Arnoux qui est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne et il a à son actif donc 2 Grands Prix. Il a remporté coup sur coup l'année dernière les Grands Prix d'Afrique du Sud et du Brésil. 2 Grands Prix d'ailleurs que Jean-Pierre Jabouille avait menés, qu'il avait dû abandonner. Et René Arnoux, qui était dans le sillage de Jean-Pierre Jabouille, avait profité justement des ennuis de son leader. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, mais dans l'autre sens pour René Arnoux. Alain Prost était devant, René Arnoux derrière. Prost abandonne et c'est Arnoux qui hérite de la première place. René Arnoux qui donc depuis 3 ans, et je crois que si jamais Prost n'avait pas abandonné, Arnoux aurait eu peu de chance de remporter ce Grand Prix de Grande-Bretagne, non pas qu'il n'en soit pas capable, mais il y aurait eu des consignes d'écurie, des consignes d'équipe, de discipline, qui auraient été passées par le stand Renault entre les 2 pilotes, de manière à ce qu'aucun, du moins autant que Prost ou Arnoux,
n'aurait connu aucun ennui pour qu'aucun de ces deux pilotes ne menace l'autre. Bien entendu, ils restent sur leur position. C'est un peu ça aussi la course automobile. C'est une course de pilote, mais c'est aussi une course d'écurie, une course de constructeur. L'essentiel, c'est qu'un pilote de l'écurie gagne. Quelquefois, peu importe lequel, bien entendu, ça ne fait pas plaisir à tous les pilotes, mais c'est un peu la loi du sport. C'est la loi de ce sport mécanique et qui est avant tout un sport professionnel. Eh bien, nous sommes maintenant au 25e tour de cette course qui doit en compter 68 sur ce circuit qui fait 4 km 700, c'est un circuit plutôt long, en même temps qu'ultra rapide, on vous l'a déjà dit. Le classement est toujours le même, c'est René Arnoux qui est devant John Watson et Carlos Reutemann. En revanche, ça n'est pas une mauvaise nouvelle, il est toujours en course, mais il était bien remonté, il était dans les points. Jacques Lafitte s'est fait passer par Rebac et par De Angelis et il est maintenant 8e seulement. Le fait que Alain Prost ait abandonné, évidemment, nous fera regretter la possibilité d'un doublé français. Or, des doublés français, il n'y en a eu qu'un seul. Et il remonte au Brésil en 79. C'est Jacques Lafitte et Patrick Depailler qui avaient terminé dans l'ordre, premier et deuxième. Or, ici, on aurait pu espérer, bien volontiers, avoir une double victoire française. Ce ne sera pas le cas. Cela dit, si René Arnoux emporte la course, alors que nous voyons ici De Angelis qui rentre au stand. De Angelis, c'est la seule Lotus qui participait à ce Grand Prix d'Angleterre, on vous le rappelle, et les voitures de Colin Chapman auraient aimé pouvoir faire quelque chose. Et il semble bien que De Angelis ne terminera pas non plus, il n'y aura donc peut-être pas de Lotus à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, si René Arnoux l'emportait, ce que nous nous souhaitons bien évidemment, cela ne changerait rien au classement du championnat du monde, où Carlos Reutemann, en revanche, ne ferait, puisqu'il est 3e actuellement, ne ferait qu'augmenter son avance devant Nelson Piquet et Alan Jones. Incident entre le pilote et un commissaire de course. Vous avez vu? Pardon, je vous entends très mal, Jean. Il y a eu un incident entre le pilote et un commissaire de course que je n'arrive pas à expliquer. Non, c'est pas vraiment un incident, Jean, c'est un geste d'humeur. Oui, bah oui. Oui, je vous disais qu'au championnat du monde actuellement, Carlos Reutemann est en tête avec 37 points, devant Nelson Piquet 26 points, Alan Jones 24 points et Gilles Villeneuve 21 points. Ces trois derniers pilotes, Piquet, on a vu accidenté, Jones abandon, Gilles Villeneuve abandon également dans la collision qu'il a provoquée, qui a éliminé Jones. Autrement dit, Lafitte pourrait être éventuellement, s'il revenait dans les points, puisqu'il est actuellement 5e au championnat du monde, être le premier, améliorer quelque peu, mais un tout petit peu sa position. Cela dit, Reutemann creuserait alors un trou extrêmement important par rapport à ses poursuivants immédiats. Quant à René Arnoux, il est 11e au championnat du monde avec 5 points seulement. Voilà, c'est De Angelis qui raconte ses malheurs à David Tim, qui est l'un des sponsors de l'écurie Lotus. Et voici le classement pour l'instant. En premier, René Arnoux, donc, sur Renault. Deuxième, John Watson, toujours à 24 secondes. Ce qui veut dire que l'écart ne varie pas entre ces deux pilotes et que chacun, pour l'instant en tout cas, reste sur ses positions. En troisième rang, on trouve Carlos Reutemann à 25 secondes, 26 secondes. En quatrième position, Mario Andretti sur Alfa Romeo. Le voici, John Watson. En cinquième position, Ricardo Patrese sur Arrows. En sixième position, Hector Rebac, un Mexicain, qui est le coéquipier de Nelson Piquet sur Brabham. En septième position, Jacques Lafitte, qui a rétrogradé, comme vous l'a dit Henri Bodiguel. En huitième position, Eddie Cheever, c'est un Américain qui court sur Tyrrell. Voici De Angelis avec monsieur qui a de très beaux cheveux blancs. C'est Colin Chapman. C'est lui qui a presque tout inventé en Formule 1. C'est lui qui a donné le ton, lancé toutes les modes. C'est lui qui a découvert énormément de choses. C'est notamment lui qui a imposé à la Formule 1 cette technique d'effet de sol qui a rendu les monoplaces tellement compétitives. Et apparemment, eh bien, il n'est pas très content, Colin Chapman. Vous voyez le ton, tout au moins les gestes. Il a tourné le dos à son pilote. Et bien, De Angelis a dû en entendre des vertes et de pas mûres, là. Voici donc les positions: Arnoux, Watson, Reutemann, Andretti, Patrese, Rebac, Lafitte, Cheever, Surer, et nous en sommes au 28e tour, c'est-à-dire qu'il reste encore 40 tours à couvrir pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 9e épreuve comptant pour le championnat du monde, dont le leader est précisément le pilote que vous voyez passer dans sa Williams, Carlos Reutemann, que voici. Et l'on peut rappeler à ce sujet que c'est ici, il y a 2 ans, que les Williams, qui à tous égards ont été les voitures les plus régulières et les plus efficaces ces 2 dernières années, c'est il y a 2 ans, ici même, à Silverstone, que
Williams avait remporté sa première victoire en Grand Prix et c'est le Suisse Claire Regazzoni qui l'avait remporté. Depuis, bien entendu, chez Williams, on a fait feu de tout bois. Et pour bien vous montrer à quel point cette écurie est devenue efficace, en 2 ans, c'est-à-dire depuis le Grand Prix de 1979, Williams a remporté 14 Grands Prix, 1 pour Regazzoni, 3 pour Carlos Reutemann, que nous venons de voir, et 10 pour Alan Jones, champion du monde en titre. Drapeau bleu, ça veut dire l'essai doublé. L'essai doublé, ce qui n'est pas le cas, c'est John Watson qui essaye de passer un obstacle. Ce n'est pas facile, et en tout cas, il est aidé ici par les commissaires de course. C'est fait, voilà. Voilà, John Watson qui vient de passer Rosberg sur sa Fittipaldi très facilement et qui vient donc de lui prendre un tour. John Watson qui est un garçon qui l'année dernière était le coéquipier de Alain Prost chez Renault et qui avait été très éclipsé par Alain Prost au point que l'on pensait même qu'il arrêterait de courir, un peu découragé. Eh bien pas du tout, avec cette nouvelle McLaren terriblement efficace, il est revenu au premier plan et en même temps il semble qu'il ait retrouvé tout son plaisir de courir, tout ce punch et cette agressivité qui sont tout à fait nécessaires pour qu'un pilote de Formule 1 reste au premier plan. John Watson et derrière donc Keke Rosberg qu'il vient de passer sur une Fittipaldi. Fittipaldi, bien entendu, ce nom vous dit quelque chose. Il a été 2 fois champion du monde en 72 et en 74, une fois sur McLaren, la voiture de Watson, précisément une fois sur Lotus. Il s'est retiré de la compétition et il a fait comme beaucoup d'autres, eh bien, il a lancé une écurie de course, construit ses propres Formule 1, ce qu'a fait McLaren, ce qu'ont fait Brabham, ce qu'a fait Ligier d'ailleurs, puisque Ligier, il faut le rappeler, il a fait des courses de Formule 1. Et John Watson, que voici, a donc retrouvé tout son plaisir de courir. Colin Chapman, fort mécontent pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne et que le Grand Prix de Grande-Bretagne, pour un Britannique, c'est ce qui compte le plus. Il n'a plus aucune voiture dans la course. De Angelis a abandonné et son autre pilote, Nigel Mansell, ne s'est pas qualifié pour les essais. Petite histoire, on va faire une parenthèse. Il avait essayé d'engager depuis le début de l'année Colin Chapman, que voici. Une voiture aussi révolutionnaire peut-être que les précédentes, la Lotus 88. Elle a été refusée 3 fois. Une fois à Long Beach, une fois à Rio, une fois en Argentine. Et cette voiture très révolutionnaire et qui n'était pas plus illégale sans doute que toutes celles qui courent ici, eh bien, a été refusée sans doute par des commissaires techniques et par une fédération qui n'a pas voulu faire 2 poids et 2 mesures et qui n'a pas voulu en tout cas donner à Colin Chapman le moyen encore une fois de montrer qu'il avait trouvé la bonne solution et qu'en tout cas il pouvait encore une fois montrer l'exemple. Eh bien, voici les écarts entre les 6 premiers. René Arnoux est bien entendu toujours en tête devant John Watson qui lui est à 24 secondes 6e. Reutemann est toujours 3e à 35 secondes. Andretti est 4e à 46 secondes. Patrese et Rebac, l'un derrière l'autre, sont 5e et 6e à 56 secondes. Tandis que Jacques Lafitte, 7e, est à 1 minute 08. Voilà pour ce qui concerne les 6 premiers. Voilà le classement, de toute façon vous l'avez, voilà les écarts. Lafitte étant revenu officiellement en 6e position. Alors inutile de vous dire, Jean, bien entendu, qu'ici à Silverstone, où il y a beaucoup de monde, environ 80 000 spectateurs, ce que les gens attendent, même ceux qui sont sportifs, et il y en a beaucoup, j'en suis sûr, c'est que Arnoux connaisse des ennuis parce que derrière il y a un Britannique, John Watson, et si Arnoux avait des ennuis, bien entendu, c'est Watson qui emporterait le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le 3e est argentin, il s'agit de Carlos Reutemann, mais il conduit une voiture britannique et bien britannique. Il s'agit d'une Williams et donc, et sans jeu de mots, pour l'instant en tout cas, et pour ses 80 000 spectateurs, René Arnoux, qui est en tête de l'épreuve, est une sorte d'empêcheur de tourner en rond. Parmi les nouveautés qu'on a pu voir à l'occasion de ce... Tandis que nous suivons René Arnoux, bien entendu, parmi les nouveautés, on a pu noter évidemment que Jean-Pierre Jariet est revenu à la Formule 1, François Janin vous l'a dit tout à l'heure. On a vu aussi apparaître 2 nouvelles sirènes, mais Eddie Cheever, le premier pilote de l'écurie, en a démoli une pendant les essais. Et puis surtout, c'est peut-être le plus intéressant,
René Arnoux est au volant d'une voiture turbocompressée extrêmement puissante. La puissance s'exprime évidemment beaucoup plus facilement sur des circuits du type de celui de Silverstone qui sont très rapides, presque 240 de moyenne, je vous le disais tout à l'heure, pendant les essais, pendant la dernière séance d'essais. Eh bien, on a vu Nelson Piquet tourner hier après-midi avec une Brabham, un moteur BMW turbo. Et si l'écurie avait décidé d'engager la voiture, eh bien, Nelson Piquet, avec la toute nouvelle voiture à moteur turbo, se serait qualifié en 3e ligne, c'est-à-dire un tout petit peu derrière le temps qu'il a réussi avec sa Brabham conventionnelle. C'est toujours René Arnoux qui est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, devant John Watson sur McLaren à 24 secondes. 3e est Carlos Reutemann sur Williams à 35 secondes. 4e Andretti à 46 secondes. 5e Patrese sur Arrows, Andretti sur Alfa Romeo bien sûr. En 6e position Reybach sur Brabham. Seuls ces 6 pilotes sont dans le même tour que René Arnoux et l'on trouve donc à un tour. Ah, je sens que le nez de Guy Ligier doit bouger de mécontentement à Vichy parce que Jacques Lafitte est 7e mais il s'est fait prendre un tour par René Arnoux. Il est à bon sang. 20 secondes. Ça va pas là, hein? Alors François, non, dites à Lafitte si vous pouvez communiquer avec lui qu'on attend mieux de lui, d'une part, et rappelez-nous quelles ont été les sorties jusqu'à présent alors qu'on est à mi-course. On vous entend pas du tout, Jean. Voulez-vous nous rappeler comment on en est arrivé là et notamment quelles ont été les sorties successives de Piquet, de Césaris, de Jones, de Villeneuve et comment ça s'est passé? Écoutez, j'ai encore une autre mauvaise nouvelle pour Guy Ligier. À savoir que Patrick Tambay, après 3 arrêts successifs au stand, Patrick Tambay ne passe plus, Patrick Tambay a abandonné. Cela dit, effectivement, ce Grand Prix d'Angleterre, disputé à Silverstone où nous sommes, a démarré par un carambolage entre Gilles Villeneuve qui s'est mis en travers à la chicane qui précède la ligne droite des stands. Villeneuve a entraîné dans son carambolage Alan Jones, le champion du monde en titre, et De Césaris sur une McLaren. De Césaris qui avait réussi une très bonne performance aux essais puisqu'il avait fait le 6e poste et s'était qualifié en 3e ligne. Par la suite, c'est Nelson Piquet dont la voiture est sortie, il a percuté assez durement en tous les cas pour ce conseil. D'abord les grillages de sécurité, puis il est allé jusqu'au rail. Il a fallu le porter à bras de l'autre côté de la barrière et ensuite il a été évacué en ambulance. Il est vraisemblable en tous les cas que Nelson Piquet a certainement été touché aux jambes. Vous voyez, Jean, ça fait quand même beaucoup d'abandons importants parmi ceux qui avaient une chance d'inquiéter René Arnoux et en tout cas de remporter aussi ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Gilles Villeneuve sur Ferrari, Jones sur Williams, Jones qui est le coéquipier de Reutemann que nous voyons ici. De Césaris, un ton un peu en dessous, mais que vous savez qu'il conduit une McLaren et que ces voitures, nous vous l'avons assez répété au cours de ce reportage, sont redevenues tout à fait compétitives. Nelson Piquet, hélas, qui a été blessé ici à Silverstone. On n'a pas encore ça, c'est le classement du championnat, hein? Comment? Traduisons pour les non-anglophiles, c'est le classement du championnat du monde après 8 courses. Vous l'avez actuellement sur l'écran. Oui. C'est le classement après le Grand Prix de France, donc, qui a été établi il y a 15 jours. C'est Reutemann avec 37 points, ensuite Piquet 26 points. Jones 24 points, Villeneuve 21 points, Lafitte 17 points, etc. Voilà. Alors c'était donc un Grand Prix par élimination. Il est rare d'ailleurs que autant d'incidents se produisent dans le premier quart d'une épreuve. Ça a été le cas ici à Silverstone. Je crois que nous n'avons pas manqué de spectacle au cours de ce reportage, mais en même temps c'est bien dommage parce que lorsqu'on aime bien le sport automobile, on aime bien que tous ces pilotes aient une chance de disputer jusqu'au bout une épreuve, et ce n'a pas été le cas hélas pour Villeneuve, pour Jones, pour De Césaris, pour Piquet, pour Prost, pour Tambay, mais heureusement il reste pour ceux des téléspectateurs français qui sont assez chauvins, il reste René Arnoux toujours en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne devant 2 voitures britanniques, Watson, Reutemann. Alors la question qu'on peut se poser, Jean, et je suis sûr que vous la posez aussi, est-ce que René Arnoux va créer l'événement et devenir le premier pilote français à gagner une épreuve mondiale dans le pays où on a brûlé Jeanne d'Arc? Enfin, je vois, François Janin, que vous le souhaitez. Hein? Comment? Je sens que vous le souhaitez au ton qui monte là. Ah non, oui, enfin je serais très content qu'Arnoux gagne, mais enfin bon, c'est pas mal quoi. Je sais que nos amis britanniques, eux ne le souhaitent pas vraiment. Alors ce serait pas mal de voir 80 000 personnes faire semblant d'être polis ce soir lorsqu'ils vont nous rencontrer. Allez, Henri. René Arnoux, eh bien René Arnoux, il est né en 1948, il est né à Grenoble. Et il vit actuellement à Magny-Cours. C'est d'ailleurs à Magny-Cours qu'il a fait toutes ses classes et qu'il a appris en quelque sorte son métier sous la houlette, comme on dit, de Tico Martini.
qui lui a permis finalement de venir s'imposer en Formule 1. Il a disputé un peu plus de 35 Grands Prix jusqu'à présent. Il a déjà remporté 2 victoires. C'était au Brésil et c'était en Afrique du Sud l'an dernier. Son premier Grand Prix en Formule 1, il l'avait disputé en Belgique en 1978. Et auparavant, eh bien alors à ce moment-là, le classement, eh bien c'est Patrese devient 4e, Andretti 5e. Autrement dit, c'est une bagarre qui opposait 2 Italiens, Patrese étant authentiquement italien, Andretti étant d'origine italienne, américain, et ayant fait tout le début de sa carrière aux États-Unis. Et je vous le disais aussi tout à l'heure, il a remporté cette année. Les voici tous les deux, Patrese devant Andretti. Mais Andretti a été champion du monde. Mario Andretti a également été champion du monde, effectivement, il y a 2 ans. Mais il fait peu de choses depuis 2 saisons. Il a été champion du monde, Jean, sur cette fameuse Lotus à effet de sol qui a donné le ton, je crois, à toutes les voitures, à une nouvelle génération de voitures et qui a exploité au mieux le phénomène de ce qu'on appelle les phénomènes de carrosserie déportante. C'est une voiture tout à fait superbe qui a été copiée d'ailleurs remarquablement et notamment en 79 et en 80 par les Ligier. On peut rappeler par exemple, alors ça va encore donner mal au cœur à Guy Ligier qui est à Vichy, c'est que l'année dernière sur l'autre circuit britannique où est disputé le Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch, eh bien c'était les Ligier qui étaient tout au moins en début d'épreuve en tête de la course. Et c'est Hector Rebaque qui occupait la 6e position. Hector Rebaque qui rentre à son stand. Hector Rebaque qui lui pilotait la 2e Brabham, mais on aperçoit quelque chose sur l'aileron. C'est ou bien un élément de l'aileron, l'élément latéral de l'aileron qui démolit. C'est le pneu arrière droit. Apparemment. Ils vont changer les 4 pneus. C'est un Mexicain, Hector Rebaque. Il entre dans cette carrie de pilotes qui d'ailleurs ne sont pas forcément moins doués que les autres, qui achètent sa place en Formule 1. C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens extrêmement fortunés. Ils ne sont en général jamais premier pilote, 2e pilote. Bernie Ecclestone, le patron de l'écurie Brabham, a fait comme beaucoup d'autres. Voici le départ de Hector Rebaque. Ça coûte cher. Si vous voulez conduire par exemple, Jean, une voiture comme celle-ci, il vous faut 5 millions de francs par an. Bon, ben, je me limiterai à moins. Hein. Comment? Je me limiterai à moins. Oui. Et je noterai que la FIT ne doit pas être mécontente de cet arrêt d'une vingtaine de secondes de Rebaque parce qu'ils se disputent la 6e place l'un l'autre. Exactement, oui, exactement. Et maintenant, Rebaque est comme la FIT à un tour. Je vous redonne des écarts là maintenant. René Arnoux est toujours en tête avec 29 secondes d'avance sur John Watson, irlandais. Ensuite, Reutemann 3e à 46 secondes, Patrese est à plus d'1 minute et Andretti continue de suivre Ricardo Patrese. Nous voyons ici Hector Rebaque qui précède Slim Borgud, un Suédois qui lui court sur une ATS, une écurie dont les moyens ne sont pas formidables et qui a la particularité d'être financée par un groupe musical, un groupe de chanteurs et qui a prétendu ne pas avoir d'argent à donner étant donné que sa réputation et son nombre de public lui permettrait de s'en éviter. Et voici un lapin complètement affolé qui traverse la piste. Mais on a oublié de chronométrer le lapin. On ne va pas vous donner son temps. Bon Jean, puisque de temps en temps vous nous faites honte en nous rappelant le classement, vous aviez tout à fait raison. Donc la fuite est passée devant Rebaque, il est rentré dans les points et il est 6e. Voilà qui va faire plaisir à Guy Ligier. Mais sûrement. Par ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles? La McLaren de Césaris, là, vous savez pourquoi elle s'est arrêtée? Alors écoutez, pour l'instant, on n'a aucune information précise sur les causes d'abandon, pas plus d'ailleurs pour Prost que sur de Césaris, mais si par hasard on avait cette information, croyez bien Jean que nous nous empresserions de vous les communiquer. Bon, je vous fais savoir par ailleurs qu'il fait toujours très mauvais à Mulhouse et les amateurs d'athlétisme devront attendre encore quelques minutes pour voir éventuellement une course qui pourrait être la finale du 100 mètres féminin. Bon alors nous retrouvons René Arnoux, plutôt voilà René Arnoux. C'est la R30, c'est la dernière née des voitures engagées par la régie Renault en Formule 1. C'est une voiture qui par rapport à ses devancières est beaucoup plus légère, plus accessible, c'est-à-dire que les réparations sont plus faciles. Une voiture qui est un peu plus légère aussi, plus performante, qui a eu un ou deux grands prix difficiles. Vous savez que souvent en Formule 1, la mise au point et le développement d'une voiture nouvelle, même si c'est la suite de ce qui a précédé, eh bien, c'est pas facile et c'est bien le cas de la R30. Et c'est en tout cas une bonne référence pour les voitures suralimentées. Et on peut dire, parce que c'est tout à fait vrai d'ailleurs, que c'est la régie Renault qui a montré la voie dans ce domaine qu'il y a 5 ans, lorsque la régie s'intéressait à la technique de la suralimentation pour la Formule 1. Personne n'y a cru, beaucoup de gens ont souri. Il y a eu beaucoup d'incrédules, surtout du côté des Britanniques qui ont déclaré tout go comme ça que jamais ça ne marcherait.
Et je crois que ce serait un joli pied de nez d'ailleurs que René Arnoux remporte ici à Silverstone un Grand Prix avec cette voiture qui depuis a été copiée d'abord par Ferrari, puisque Ferrari a remporté 2 Grands Prix cette année avec Gilles Villeneuve, et que Bernie Ecclestone, le patron des constructeurs de Formule 1, le patron du syndicat des constructeurs de Formule 1, a lui aussi décidé de se lancer dans cette voie. Il a fait d'ailleurs tourner aux essais ici sa Brabham équipée d'un moteur turbocompressé fourni par BMW. L'on sait que chez Talbot Ligier l'année prochaine, Matra mettra en service un moteur aussi, un 6 cylindres en V, suralimenté. C'est donc une technique d'avenir. Tout le monde n'est pas très content. Ce n'est pas une technique qui satisfait vraiment tous ceux qui aiment la Formule 1, notamment parce que cela permet de faire quelques astuces au cours des essais. Il est facile, par exemple, d'augmenter la pression et de donner plus de chevaux au moteur. Mais enfin, je crois que comme ces voitures sont beaucoup plus rapides sur les circuits qui vont vite, comme ici à Silverstone, et que la technique du moteur suralimenté s'améliore et tente à rendre ces voitures imbattables, je crois qu'à moyen terme, presque tous les constructeurs seront contraints de venir à cette solution s'ils veulent rester au premier plan. Par ailleurs, sur le plan des règlements, il est bien évident que depuis le début de la saison, alors que les pilotes avaient protesté pendant une bonne partie de la saison dernière pour obtenir la suppression des jupes qui étaient mobiles, et bien cette année on en est venu, il y a une astuce encore plus compliquée, étant donné que les jupes d'abord sont rigides, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables en cas par exemple de frottement. Dès l'instant qu'un pilote sort un peu large et qu'il mange ce qu'on appelle les vibreurs, ces parties rouges et blanches qui cernent, qui bordent la piste. Ici la voiture de De Cesaris qui a abandonné tout à l'heure. Eh bien, là maintenant, il faut, en plus du système des jupes qui permettent d'obtenir à peu près un effet de sol équivalent à celui qu'on obtenait l'an dernier, il faut en même temps un système hydraulique qui permet de relever la voiture une fois qu'elle a terminé sa course pour pouvoir respecter la garde au sol minimale de 6 cm qui est imposée par le règlement. Et tout le monde sait, et ça se voit d'ailleurs à l'œil nu, si une caméra était au ras du sol, on verrait très bien que le bas des voitures touche la piste. Seulement le problème, c'est qu'avec ces jupes qui ne sont plus mobiles mais rigides, le pilote ne peut pas se rendre compte s'il continue à fonctionner ou pas, et il ne peut certainement pas ressentir s'il subit un manque d'adhérence ou pas. Moyennant quoi, sur des circuits comme celui-ci, vous voyez par exemple toutes ces courbes qui se prennent très très vite, eh bien c'est la sortie de route. Et les pilotes disaient également à propos de Silverstone, il est dangereux ce circuit. Parce que dès l'instant qu'on est sorti compte tenu des vitesses, eh bien il y a très très peu d'espace entre le bord de la piste, le grillage de sécurité, et ensuite, tout de suite, on l'a vu tout à l'heure avec Nelson Piquet, ce sont les pneus qui servent de protection et puis le rail. Voici le classement au 43e tour. Rappelle, le Grand Prix en comporte 68. Premier René Arnoux sur Renault Turbo. Deuxième John Watson sur McLaren à 30 secondes 83. Troisième Carlos Reutemann sur Williams à 49 secondes 15. Quatrième Ricardo Patrese sur Arrows à 1 minute 7 secondes 74. Cinquième Mario Andretti sur Alfa Romeo à 1 minute 13 secondes 17. Sixième Jacques Lafitte sur Talbot Ligier à 1 tour. Septième Eddy Chevert sur Tyrrell à 1 tour aussi. Et l'on trouve en 13e position Jean-Pierre Jarier qui est donc revenu en course après son arrêt au stand sur Osella. Est-ce qu'on vous entend, Silverstone? Silverstone. Oui, allô Paris, on vous entend. Voilà, c'est à vous au moins pour 7-8 minutes en attendant une autre course sous la pluie à Mulhouse. Eh bien, on retrouve René Arnoux, toujours en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que nous en sommes au 47e tour, soit à 21 tours de l'arrivée. René Arnoux précède pour l'instant Mario Andretti, mais ne vous trompez pas, Mario Andretti a été doublé. Et pour l'instant, il est en 5e position. Le deuxième, c'est John Watson. Vous pouvez éventuellement confondre la couleur des deux voitures, celle de John Watson, une McLaren, et celle de Mario Andretti, qui est une Alfa Romeo, parce que tout simplement, la voiture de Piquet, tout simplement parce que ces deux constructeurs ont le même sponsor, et je trouve que ce n'est d'ailleurs pas très élégant, parce qu'il y a une sorte de confusion qui peut s'établir pour le public, et quelquefois, enfin, pas vous, Jean, je sais bien, mais quelquefois, par distraction, eh bien, on peut confondre une McLaren que voici avec John Watson et une Alfa Romeo comme celle que conduit Mario Andretti. Watson est donc deuxième à 27 secondes 68 de René Arnoux. Reutemann est en troisième position à 51 secondes de 75. Ricardo Patrese sur son Arrows à 1 minute 6 25. Et en cinquième position, Mario Andretti que nous avons vu. Voici donc Carlos Reutemann qui est le garçon qui, je crois, va faire dans le domaine du classement au championnat du monde
la meilleure affaire de la journée, du moins s'il va jusqu'au bout. Le voici, Carlos Reutemann sur sa Williams numéro 2. Parce que tous ses adversaires pour le classement immédiat ont abandonné. Reutemann est en tête avec 37 points. Piquet était deuxième avec 26 points, il a abandonné. Jones, son coéquipier, le coéquipier de Reutemann, était troisième avec 24 points, il a abandonné. Villeneuve était quatrième avec 21 points, il a abandonné. Et Lafitte, qui était cinquième au classement de ce championnat avec 17 points, navigue pour l'instant à plus d'un tour. Et il est en sixième position et je ne crois pas que Reutemann, et il aurait tout à fait raison de le penser d'ailleurs, je ne crois pas que Reutemann considère que Jacques Lafitte soit cette année un candidat sérieux pour le titre de champion du monde. Souhaitons que ce soit le cas l'année prochaine et souhaitons que ce soit le cas aussi pour les Talbot-Ligier. Voici donc le classement du championnat du monde que je venais de vous donner d'ailleurs avec Reutemann, Piquet, Jones, Villeneuve, Lafitte. Et Reutemann donc s'il reste en troisième position va marquer 4 points. Je vous rappelle le barème attribué à chacun des pilotes classés dans les 6 premières places, 9, 6, 4, 3, 2 et 1 point. Il va donc marquer Reutemann 4 points. Bien entendu, s'il va jusqu'au bout, 37 plus 4, Jean, aidez-moi, ça fait bien 41, je crois. Il aurait donc 41 points devant Piquet, 26. C'est 15 points d'écart, et 15 points d'écart, eh bien, c'est énorme, puisque nous savons maintenant, donc, le vainqueur d'un Grand Prix marque 9 points. L'information, c'est qu'Alan Jones courra la saison prochaine pour Ligier. Ah, il en reste quoi? Comment? Alan Jones courra la saison prochaine chez Ligier. Ah bon, vous en êtes sûr? Ben, c'est Ligier qui vient de m'appeler au téléphone en me disant que Tambay allait laisser tomber, Patrick Tambay ne serait plus chez Ligier sous peu, oui. Et qu'Alan Jones allait la saison prochaine signer chez le constructeur français. Alors il vous fait toujours de demi-cachotterie, l'oncle Ligier, parce que... Bien sûr, cela dit, il est bien à l'écoute. Il vous avait bien dit de ne pas le révéler. Ben non, je lui ai dit, je peux citer, il m'a dit oui, alors j'y vais, hein. Voilà. Oui, alors, il m'a dit lui-même qu'il l'avait eu cela il y a quelques minutes au téléphone, la confirmation, et qu'il a été tout ému et tout heureux. Oui. Et que, bon, sous le coup de l'émotion, il nous a appelé pour nous le dire, et je voulais pas vous laisser dans l'attente, ni les téléspectateurs amateurs de Formule 1, hein, c'est quand même une nouvelle importante. Hein. Oui, oui. Bon, alors maintenant, on revient à Silverstone, sous le coup de cette autre émotion. Écoutez, si c'est pas un bouteillon et si c'est vérifié, on va avoir affaire à... Nous allons assister à de belles joutes parce que ce sont Jones et Ligier, deux caractères bien trempés. Hein. Oui, si c'était un bouteillon, de la part de Ligier, on aura une bouteille de champagne en compensation. J'espère bien. Nous en sommes, Jean, au 52e tour. Nous voyons Reybach devant Arnoux, mais Reybach est très loin. Il est donc à 2 tours. Il n'est donc pas devant René Arnoux, qui est toujours en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. En deuxième position, John Watson sur sa McLaren. Rien n'a changé donc pendant cette parenthèse sur l'athlétisme. Watson à 23 secondes 88. En troisième position, Carlos Reutemann à 50 secondes 23. Et si l'information que nous avez donnée, Jean, est bonne, Reutemann vient de perdre pour l'année prochaine son coéquipier Alan Jones. En quatrième position, Patrese à 1 minute 2 secondes 81. En cinquième position, Andretti à 1 tour. Puis Jacques Lafitte à sixième position à 1 tour. Septième, Shiver à 1 tour. Puis Surer, Borgoud. Et l'on trouve Jarier en 13e position à 2 tours donc de René Arnoux. Et notre confrère Jean-Louis Moncey, qui est avec nous ici dans la tribune de commentaires de Silverstone, nous dit qu'il lui semblerait que René Arnoux pourrait avoir des ennuis de moteur, des problèmes de moteur, pendant que nous faisions ce commentaire. Donc Jean-Louis Moncey a cru, j'espère qu'il a tort. On va essayer de voir Arnoux à l'image, mais où est passé Reybach qui se bagarrait avec Lafitte? Eh bien, voilà donc Reybach, Arnoux derrière. Effectivement, tout à l'heure, on voyait René Arnoux qui était collé pratiquement à la Arnoux voiture, derrière, Andretti qui est donc revenu dans les roues de René Arnoux. Dans les roues de la pourrait accréditer d'ailleurs la version de Moncey selon laquelle René Arnoux connaîtrait des ennuis de moteur. Mais il se peut aussi d'ailleurs que René Arnoux, qui a maintenant près de 30 secondes, c'est beaucoup 30 secondes, alors que l'on en est à 20 tours, à 16 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui. René Arnoux a dû recevoir des consignes de modération de son stand, mais c'est vrai qu'il vient de passer devant nous, René Arnoux. Il est vrai que sa Renault Turbo fait un bien mauvais bruit, par rapport en tout cas à ce que nous avons entendu depuis le début du Grand Prix. Mais il faut bien remarquer quand même, il ne faut pas trop s'alarmer, c'est que souvent une voiture termine un Grand Prix, il se peut que ce soit simplement un ennui d'échappement.
On l'a déjà vu, on a vu des voitures remporter des grands prix, pourtant avec un bruit de moteur tout à fait détestable et un bruit qui semblait annoncer le pire. Alors il faut souhaiter maintenant que, puisqu'il reste 16 tours à couvrir, que René Arnoux pourra aller au bout. On va bien le savoir d'ailleurs si René Arnoux a vraiment des ennuis. Aïe. Voilà, Andretti passe. Andretti qui pourtant est à un tour qui vient de rentrer donc dans le même tour, ce qui voudrait bien dire donc que René Arnoux a effectivement des ennuis. Il va essayer sans doute, enfin on peut l'imaginer en tout cas, de ménager sa voiture autant qu'il va pouvoir le faire. Il a maintenant 16 secondes 97. Ah oui, c'est bien vrai. Regardez les drapeaux britanniques qui commencent à s'agiter parce que le public ici est bien entendu au courant. Il vient de se rendre compte des ennuis de René Arnoux. Et derrière René Arnoux, nous vous le disions au début de ce reportage, qu'y a-t-il? Il y a le Britannique John Watson sur McLaren. 16 secondes 87. René Arnoux a perdu donc 10 secondes en 3 tours sur John Watson. Il a 43 secondes 87 sur 13 secondes 66 maintenant entre René Arnoux et John Watson. Ah là là, il me semble bien que ce n'est pas encore cette année qu'un Français créera l'événement et remportera pour la première fois ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Eh bien, on ne verra pas la mine déconfite de nos amis britanniques ce soir, on peut presque en être sûr maintenant. John Watson, qui est bien renseigné par son stand, sait bien entendu que René Arnoux a des ennuis devant lui. Ça doit lui regonfler le moral, encore qu'il n'en manquait pas depuis le début de ce Grand Prix. René Arnoux toujours derrière Mario Andretti. Et dans peu de temps, vous allez avoir arrivé justement cette autre voiture qui porte les mêmes couleurs ou à peu de choses près que celle de Mario Andretti et qui est la McLaren de John Watson, qui est à 13 secondes 66 au 54e tour. Encore 14 tours pour René Arnoux, qui est toujours en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais comme nous vous l'avons dit, eh bien, il n'est pas sûr du tout, il est même très improbable que René Arnoux soit en mesure de garder cette position privilégiée. Voilà l'équipe Renault, devant son stand. On les appelle les jaunes et noirs. Ce sont les deux couleurs de l'équipe de la régie. Et ils savent bien entendu les premiers et mieux que les autres que René Arnoux, que sa voiture donc n'est plus dans sa meilleure forme mécanique. Il y a un bruit sourd effectivement à chacun des passages de la Renault de René Arnoux. Toujours il y a maintenant 8 secondes d'écart seulement entre René Arnoux et John Watson. Et calcul vite fait, si René Arnoux continue à perdre autant de temps à chaque tour, et bien c'est dans 2 tours et demi, 3 tours que John Watson sera en mesure de porter son attaque et d'essayer de dépasser la Renault de René Arnoux. Et nous en serons à ce moment-là au 60e tour. Il restera à peine 8 tours à couvrir. Toujours l'Alfa Romeo de Mario Andretti au premier point. La Renault de René Arnoux est là qui se profile. Voilà, les caméras de la BBC l'attendent. C'est cette voiture qu'attendent en même temps tous les téléspectateurs britanniques. C'est la McLaren de John Watson. Vous voyez les deux couleurs, on peut les comparer entre l'Alfa Romeo et la McLaren, qui a maintenant la McLaren de John Watson en point de mire, la voiture jaune de René Arnoux. Voilà, John Watson qui va remporter peut-être le deuxième Grand Prix de sa carrière. 35 ans, John Watson, irlandais-britannique, qui a souvent été aux avant-postes au cours des derniers Grands Prix, aussi bien en Espagne qu'au Grand Prix de France, avec cette voiture qui est sans doute l'une des mieux construites en Formule 1 pour l'heure actuelle. 6 secondes d'écart entre René Arnoux. Quelle course-poursuite, et nous en sommes maintenant au 57e tour. Il reste donc encore 11 tours à boucler pour que prenne fin le Grand Prix de Grande-Bretagne. Autant dire que si rien n'intervient, et je ne vois pas ce qui pourrait intervenir maintenant entre René Arnoux et John Watson, eh bien John Watson a toutes les chances de dépasser René Arnoux. René Arnoux aura-t-il en tout cas la possibilité de se classer deuxième? Reutemann est à 38 secondes 05, il est donc très loin quand même de René Arnoux. Cela devrait permettre à René Arnoux de préserver sa deuxième place. Toujours Mario Andretti, René Arnoux dans ses roues. Ah, quel crève-cœur pour ce garçon de savoir qu'en vue du but, comme ça, il perd toutes ses chances de remporter un Grand Prix. C'est bien deuxième, bien entendu, mais vous savez, seule la victoire est jolie. Je crois que c'est Malinowski qui l'a écrit pour la voile, et c'est vrai pour tous les sports, surtout lorsqu'on a mené comme René Arnoux la moitié de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, de savoir que pour une cause mécanique peut-être bénigne d'ailleurs, eh bien il va perdre l'avantage d'être le premier Français à remporter ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
René Arnoux, John Watson. 3 secondes et demie maintenant entre les deux pilotes. Ah, c'est la fête, je peux vous le dire, ici sur le circuit de Silverstone. Et puis, il faut partager quand même la joie de nos amis britanniques. René Arnoux qui essaye de tout faire, les bordures, les extérieurs, de prendre la trajectoire la plus rapide possible pour ne perdre que le temps minimum. Andretti, Arnoux et Watson qui apparaît. Vous voyez, il y a très peu d'écart maintenant entre la Renault d'Arnoux et John Watson. John Watson maintenant est sûr de son coup. Il lui reste 10 tours à couvrir. 10 tours, c'est largement suffisant pour revenir dans les roues de René Arnoux et de l'attaquer à coup sûr. Andretti, Arnoux, Watson. Je vous rappelle que Andretti est à 5e à 1 minute 16 secondes. Qu'il n'est donc pas dans le coup pour remporter ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Watson. John Watson qui en profite d'ailleurs aujourd'hui pour prendre une magnifique revanche sur le Grand Prix de France, où il avait été obligé de suivre pendant pratiquement toute la course à l'imposte. Il avait même tenté de le passer, mais il avait fait d'ailleurs. Il avait réussi, oui, mais pendant un très très bref instant, ce qui lui avait permis d'ailleurs d'aller à côté de la piste pour y revenir et de terminer deuxième. Il prend donc sa revanche ici sur ce qu'on appelle les Renault Boys, et l'écart s'amincit de plus en plus. Il est évident il y a maintenant 2 secondes, Henri, entre René Arnoux et John Watson. Le tout maintenant, ça va être de savoir comment John Watson va porter son attaque compte tenu de l'état des deux voitures, de la McLaren de Watson et de la Renault de René Arnoux. Je pense que ce sera une attaque franche, une attaque facile. Je ne crois pas que René Arnoux pourra, comme l'on dit dans le jargon de la Formule 1, longtemps fermer la porte ou empêcher Watson de passer. Il va bien entendu faire tout ce qui est dans son possible pour rester le plus longtemps en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais je crois que là les dés sont lancés, que ces dés, eh bien c'est un double 6 qui va sortir pour John Watson. Vous savez, vous exagérez, vous nous décrivez là une très longue et très dure attente en nous disant que c'est fait et qu'il n'y a rien à faire et qu'il ne pourra pas résister, René. Écoutez Jean, il avait 26 secondes d'avance il y a 6 tours, 7 tours. Et ils sont maintenant à 2 secondes, alors il faut bien se rendre compte de la réalité. Et il leur reste 8 tours à couvrir. Il faudrait que John Watson soit bien maladroit ou que René Arnoux ait bien caché son jeu pour résister à John Watson. Moi je le souhaite. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui peut se passer alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui manque une vitesse supérieure, il manque de puissance au moteur, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ben vous savez, sans automobile, c'est très important. Hein. Voilà, Andretti s'est pratiquement écarté, il s'arrête Andretti. Et voilà Watson. Watson, non, c'est pas pour ce coup-ci, mais c'est sans doute pour l'un des prochains, Jean, vous savez. Oui. Je voudrais pas vous décourager, mais cette fois... il jette ses dernières forces dans la bataille, les dernières forces de son moteur. Les jeux sont faits, voilà. Et John Watson c'est fait, Jean. Voilà, John Watson en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Au 60e, il reste 8 tours à couvrir. Watson avec maintenant dans ses roues, le point de mire a changé. C'est René Arnoux qui peut admirer les roues arrière de John Watson. C'est vraiment, messieurs les Anglais, tirer les derniers. Ah bah oui. Regardez le public, Jean, regardez comme ils sont contents. Vous voyez, bon, c'est vrai, hein, on avait vendu la peau de l'ours un peu tôt en disant que René Arnoux serait peut-être le premier Français, mais on avait à un moment donné Prost, Arnoux, Pironi en tête de ce Grand Prix. On avait quelques raisons d'espérer quand même. Andretti est arrêté. Abandon de Mario Andretti et John Watson au 61e tour, donc devant René Arnoux. Le classement est donc le suivant. Watson, Arnoux, Reutemann, Patrese, Andretti, Lafitte, Shiver, Surer, Borgoud, Rebac, Daly, Jarier 12e, Rosberg, De Angelis et Prost, ces deux derniers pilotes étant arrêtés depuis longtemps, mais ils figurent toujours sur le classement à 35 et 43 tours de John Watson, que voici l'homme de tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Cela dit, il n'est pas impossible, compte tenu de... Il ne reste plus maintenant que 10 tours à couvrir, il n'est pas impossible quand même que René Arnoux, dans la mesure où il n'a jamais manifesté l'intention de repasser par son stand, qu'il puisse conserver sa deuxième place, une deuxième place qu'il avait. C'est ce que nous disions, Henri, il a toutes les chances de se placer deuxième et de garder ses distances avec Carlos Reutemann, qui est maintenant à une trentaine de secondes ou 26 secondes. 6 tours à courir. La même deuxième place qu'il avait enlevée ici il y a 2 ans à Silverstone, derrière Claire Regazzoni, après avoir terminé 3e au Grand Prix de France. Je l'ai dit, j'apprends aussi à l'instant, bon, Nelson Piquet, c'est un pneu avant qui a éclaté. Il a été touché à la jambe gauche, il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit de grave, mais pour sécurité en quelque sorte, il est allé à la radio. Jacques Lafitte, depuis l'abandon de Mario Andretti, est bien naturellement passé de la 6e à la 5e place.
Voilà qui va faire plaisir à Guy Ligier, le cachotier Guy Ligier. Vous faites allusion à la nouvelle que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour dire qu'il avait engagé le Cinquième, la fille. Watson, Arnaud, Reutemann dans l'ordre. René Arnoux, qui avant d'avoir ses problèmes, avait établi un meilleur record du tour à 226 km/h, ce qui, on peut le souligner quand même, est très loin de la performance réussie aux essais, puisqu'il était très très près de 240 à l'heure. Comme quoi, finalement, le fait qu'on ait retrouvé des pneus de qualification et le fait aussi qu'on puisse jouer quelque peu avec la puissance des moteurs turbocompressés oblige un certain décalage entre les essais et la course proprement dite. Encore 6 tours, et maintenant je crois que la Surer qui s'arrête. Surer qui était en 7e position et qui s'arrête juste devant les stands. Ça ne change rien pour la position de Jacques Lafitte, mais Jarier devient 11e avec l'abandon de Surer que voici. Les deux voitures, l'Alfa Romeo de Mario Andretti et la Théodore de Surer. C'est la voiture que conduisait précédemment Patrick Tambay avant de rentrer chez Talbot Ligier. John Watson, alors que nous en sommes au 63e tour. John Watson, qui est quand même un vétéran des Grands Prix, puisqu'il en a déjà plus d'une centaine. C'est normalement son 110e Grand Prix qui est disputé à Silverstone. Il l'avait enlevé en 76 en Autriche. Et à ce moment-là, il portait une barbe, John Watson, ce qui ne le rajeunissait pas. Mais toujours est-il qu'il avait promis que sa première victoire l'obligerait à couper sa barbe. Et bien depuis, John Watson ne porte pas la barbe. Son premier Grand Prix, il l'avait disputé déjà en Grande-Bretagne, et cela fait longtemps, puisque c'était en 73, il y a 8 ans. Il a conduit successivement pour Brabham, pour Surtees, pour Lotus. Il est allé chez Penske. C'est d'ailleurs sur une Penske, une voiture américaine, qu'il avait enlevé son premier Grand Prix. Il était revenu chez Brabham et il est maintenant chez McLaren. Il a été le coéquipier pendant toute la saison dernière d'Alain Prost. Et on vous le disait tout à l'heure, François vous le rappelait, John Watson était quelque peu découragé à la fin de la saison dernière. On avait même laissé entendre que peut-être John Watson renoncerait à la compétition. Et puis finalement, compte tenu des bonnes performances et compte tenu du regain, du renouveau de sa McLaren, eh bien John Watson, et ce n'est pas non plus le Grand Prix qui vient de disputer aujourd'hui, qui va l'en dissuader, eh bien John Watson est de nouveau tout à fait dans la course. Tandis que René Arnoux s'arrête actuellement devant son stand. Eh bien, René Arnoux ne parviendra sans doute même pas à protéger sa seconde place. On voulait vous donner l'écart entre Arnoux et Reutemann. Il était de 34 secondes. Eh bien, c'est fini. C'est une sorte de garage à voiture, là, devant les stands. Il est fini en roue libre et sans moteur. Quel doit être le désappointement de ce garçon, comme celui de Prost, au demeurant, qui, avant René Arnoux, a mené ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est une mauvaise journée à oublier pour l'équipe Renault. Mais les voitures, en tout cas, ont montré qu'elles étaient tout à fait revenues sur un circuit rapide, il est vrai, au premier plan. Il n'empêche que ces deux voitures britanniques, il faut savoir la joie qu'il y a ici sur le circuit de Silverstone. Deux voitures britanniques, la McLaren de John Watson et la Williams de Carlos Reutemann, qui sont en tête de ce Grand Prix. Reutemann est à 38 secondes de Watson. Il reste 4 tours à boucler pour que prenne fin ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 9e épreuve comptant pour le championnat du monde. C'est dire que si John Watson ne connaît aucun grave ennui, sauf raison bien entendu, mais c'est un grave ennui en Formule 1 ô combien, eh bien John Watson est le vainqueur tout désigné de ce Grand Prix de Silverstone devant Carlos Reutemann. Pas 13 et Lafitte qui se hisse en 4e position. Alors on est très étonné ici à Silverstone, Jean. Ou bien vous avez eu le scoop de l'année avec l'information selon laquelle Guy Ligier avait engagé Alan Jones, mais on vous demande de bien vérifier quand même. Hein. Écoutez, on vous demande de bien vérifier parce qu'il nous semble que cette nouvelle a une barbe blanche. Hein. Mais écoutez, quand tout à l'heure je vous ai quitté, que j'ai eu le téléphone à l'antenne, là, c'était Ligier qui m'appelait en régie. Alors je me suis dit, je vais le voir. Vous avez reconnu la voix grave et veloutée de Guy Ligier? Oui. Et il m'a même dit que c'était Ducarouge qui venait de lui téléphoner et de le prévenir. Ah bon, ben alors il y a quand même quelques précisions. Hein. Oui. Mais je donne mes sources peu à peu. Hein. Voilà, une arrose de Patrese. C'est la rose de Patrese qui s'arrête. C'est-à-dire que Jacques est 3e, Jacques Lafitte. Mais vous voyez, alors ça fait plaisir doublement à Ligier.
Encore une course d'attente de Lafitte. Il va finir par gagner. Donc abandon de Patrese à 3 tours de la fin. Premier Watson, deuxième Reutemann, troisième Lafitte, quatrième Shiver, cinquième Rebach, sixième Borgoud, septième Dali, huitième Surer, neuvième Jarier. Jarier est neuvième. Jarier est neuvième. C'est donc 4 points pour Jacques Lafitte. Si tout au moins il va bien entendu jusqu'au bout. Et il va passer quatrième du championnat du monde à égalité avec le Québécois Gilles Villeneuve qui, comme vous le savez, a abandonné tout à fait au début de ce Grand Prix de Grande-Bretagne dans un carambolage assez spectaculaire. Nous en sommes maintenant au 66e tour. 2 tours encore à boucler pour John Watson. John Watson, en tout cas, si la formation selon laquelle Alan Jones a signé chez Guy Ligier est vraie, et maintenant, bon, pourquoi en douter, Jean, il faudra remercier Guy Ligier d'avoir accordé l'exclusivité de cette information à Antenne 2. Je vais vous dire, il était fou de joie et il n'a pas pu se retenir. Oui, oui. C'est ça. C'est l'occasion aussi pour Alan Jones de se réconcilier avec Vallès, le président de la fédération. Et en tout cas, si c'est vrai, Guy Ligier va nous devoir 2 pots d'honneur, l'un pour arroser sa Légion d'honneur, vous savez qu'il vient d'être fait chevalier, mais bien sûr, et 2 pour avoir vu les cachotiers. Absolument. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit d'abord bravo pour la Légion d'honneur, il m'a dit mais c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai dit quoi? Bon, nous en sommes maintenant au 67e tour. Dans un tour, l'arrivée du... Et nous cherchons Reutemann, on ne voit plus Reutemann, Reutemann n'est pas passé, et si nous ne voyons pas Reutemann, eh bien, Jean, comme je vous l'ai dit, eh bien, Jacques Lafitte a encore gagné une place et il serait deuxième. Mais vous êtes sûr de ce que vous nous dites? Ah, bah écoutez, on va essayer de vérifier quand même, mais nous ne voyons plus Reutemann. Alors, pouvez-vous me dire quand Watson casse d'ici la fin? Il lui reste un tour à boucler, alors il faut qu'il se dépêche pour que Lafitte remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. On est méchant avec les Britanniques. On est très méchant parce que Lafitte est à un tour. Watson a un tour d'avance sur Jacques Lafitte, mais... Il n'y a plus. Voici donc Lafitte qui vient de passer. Lafitte. Non, Reutemann vient de passer. Reutemann vient de passer. Bon, ben c'était une fausse joie. Hein. Oui. Une fausse joie. En tous les cas, bravo pour Jacques Lafitte qui a confirmé une fois plus son tempérament de battant, parce qu'après Watson, un début de saison qui n'a pas toujours été très agréable pour l'équipe. Après aussi les problèmes connus ici aux essais, bravo. Watson, 35 ans. 35 ans, qui va remporter son deuxième Grand Prix. Il dispute ici sa 115e épreuve sur cette voiture qui a été accueillie et qui est considérée à juste titre, je crois, comme l'une des voitures les plus efficaces du moment. Voici victoire de John Watson dans le Grand Prix de Grande-Bretagne. John Watson devant Reutemann. Ben, Jean, vous m'avez donné une très mauvaise information. Là, vous devez bien nous excuser. Nous prions tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs de nous excuser aussi. Et Jacques Lafitte est 3e, 4e Shiver, 5e Rebach et 6e Borgoud, puis Dali, Arnoux, Patrese, Jarier, Sugerer, bon, etc. alors, Au classement du championnat du monde, Reutemann à 43 points, Piquet 26, Jones 24, Villeneuve et Lafitte 21. Voici donc le passage de Jacques Lafitte qui est 3e. Bon, ben, c'est une épreuve qui se termine sans doute pour tous les Français qui sont attachés au succès des voitures et des pilotes français moins bien qu'ils l'avaient commencé, mais c'est la loi du sport. Le Grand Prix de Grande-Bretagne a souri à un grand champion, je crois, en la personne de John Watson, à une très belle voiture aussi, cette McLaren rouge et blanche que nous voyons. Watson qui salue la foule, une foule, comme je vous le disais, Jean, qui est ô combien satisfaite de voir un Britannique, ce n'est pas un Anglais, mais enfin c'est quand même un Britannique, remporter ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est un Irlandais, c'est ça, hein? Comment? C'est un Irlandais. C'est un Irlandais, mais un Irlandais britannique, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben c'est Belfast. Ah, c'est un Irlandais du Nord. C'est ça, c'est un Irlandais du Nord, c'est donc un Britannique. Oui, c'est bien ce que je vous disais, Jean. Oui, d'accord. Voilà. On vous suit bien. Alors, dites-nous, faites la synthèse. Vous l'avez dit plusieurs fois, une course par élimination, une course très rude sur un circuit très rapide, peut-être trop rapide pour les moteurs finalement. François Janin? Ben, ça y est, ils sont plus là. François Janin, Henri Bodiguel? Oui, on vous écoute. Oui, alors essayons de faire la synthèse. Je crois que vous avez dit dès le début une course par élimination. Après cela, il faut se poser la question, comment se fait-il que la plupart des turbos n'aient pas tenu?
Ils m'écoutent, mais ils ne me répondent pas. Classement du Grand Prix, Watson, bien sûr, Rothman en deuxième. Non, ça c'est le... Oui, c'est le Grand Prix d'aujourd'hui. Watson, Rothman, Laffite troisième. Bravo Jacques. Effectivement, Guy Ligier avait entamé des négociations avec un certain nombre de pilotes étrangers et que les négociations avec Nelson Piquet avaient échoué ces derniers jours. Piquet reste chez Brabham. Je savais qu'il y avait des négociations à engager avec d'autres pilotes, dont Alan Jones, mais rien ne disait en tout cas que Jones avait l'intention de quitter Williams et d'entrer dans une écurie française parce que, et ce n'est pas le moins piquant de l'affaire, c'est que Jones a toujours dit que la seule chose qui l'intéressait dans la vie, c'était tout ce qui portait les couleurs du Commonwealth. Il est australien, Jones, hein, et il avait un amour complet de tout ce qui était britannique et que les gens qu'il n'aimait pas, c'était précisément les Français. Ah bah dites donc, alors il a tour des Kazakhs. Hein. Ah bah oui. Bon, enfin, voilà. Cela dit, ça fera un très bon coéquipier pour Jack Laffite. J'en suis sûr, c'est un très grand champion. Alors l'image du vainqueur. Voilà. Sur un camion britannique pour changer un petit peu. Voilà. La foule qui a envahi le circuit. Oui, et c'est ainsi que nous allons conclure. Je voulais répondre très rapidement à votre question sur les éliminations et les incidents mécaniques, et notamment des voitures turbo. Vous savez, Jean, il faut bien en sport automobile se garder de donner des avis définitifs, parce que ce qui ne va pas dans un Grand Prix, ça marche très bien au Grand Prix suivant, et rien ne peut vraiment permettre de tirer une analyse mécanique de ce qui se passe. C'est un peu la loi du sport. Hein. Ben, bien sûr. C'est comme vous en avez l'habitude, une bonne conclusion, François Genin. Bon, mais voilà, en tout cas, sur la victoire de John Watson devant Carlos Reutemann et Jacques Laffite. Jacques Laffite qui tire les marrons du feu pour les pilotes français. Et puis, beaucoup d'ennuis pour Prost, Arnoux et Pironi qui auraient pu aussi remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, 9e épreuve du championnat du monde et qui permet à Carlos Reutemann d'augmenter son avance au championnat du monde et grâce à vous, Jean Lanzy, d'avoir l'information exclusive de la journée, c'est, mais toujours sous réserve en attente de confirmation, l'engagement par l'écurie Talbot-Ligier du champion du monde en titre.